La romance de l'ogre Josipovitch de Mathieu Sylvander et Anaïs Vogelade. La romance de l'ogre Josipovitch. À Élise et Diana. Préambule. Les noires forêts de l'Oural. Les noires forêts de l'Oural, là-bas, aux confins de la Sibérie éternelle, sont profondes, sinistres et très mal fréquentées. Les rares explorateurs à en être revenus prétendent au fil de leurs livres et de leurs conférences qu'elles sont habitées par des créatures monstrueuses. C'est très vrai, même si ces pseudo-explorateurs sont probablement de vrais imposteurs. On ne revient pas des noires forêts de l'Oural. Chapitre 1. Édouard Josipovitch. Édouard Josipovitch promenait mélancolique son désœuvrement et son grand appétit par les fourrés et taillis des noires forêts. Il laissait papillonner ses pensées de ci, de là, d'un sujet léger, qu'allait-il manger ce soir, à une question plus grave, cru ou cuit, et comme il était vraiment d'humeur très profonde, il pensait aussi par intermittence à sa condition d'ogre. Édouard Josipovitch était en effet un ogre de l'Oural, de l'espèce sanguinaire et velue. Il arborait fièrement la fourrure gris bleutée de la famille, ainsi que de grosses mains d'étrangleur et un épais crâne aux os soyants. Façonné par de longues années de course en sous-bois et de rencontres fortuites avec des branches basses, les noires forêts de l'Oural sont épaisses, touffues et très mal entretenues. Son nom signifiait Édouard, fils de Josip. Feu son père s'était appelé pour sa part Josip Eduardovitch, car dans la famille des ogres de l'Oural, on brille plus par l'appétit que par l'imagination. Édouard, lui, avait succédé en tant que chef de clan le jour où il l'avait mangé. C'est ainsi que se règlent les questions de succession chez les ogres. On serait peut-être avisé de s'en souvenir de ce côté-ci des montagnes. Ainsi que veut la tradition, sa mère s'était alors exilée vers les confins du Kamtchatka, accompagnée des jeunes frères d'Édouard, du moins ceux qui couraient assez vite. Édouard Josipovitch était ainsi retrouvé chef de clan, mais sans clan. Il menait donc une vie solitaire et monotone, faite de chasse et de repas et de digestion. Pour tromper son ennui, il avait pris l'habitude de se parler à lui-même. Il avait ainsi l'impression d'être moins seul. Chapitre 2. Une innovation pédagogique qui soulève l'enthousiasme. Les noires forêts de l'Oural ne sont pas peuplées que de monstres. Ce n'est pas faire offense à un ogre que d'user de ce qualificatif. Elle héberge également des êtres sensibles et cultivés, comme le vieux blaireau Igor Alexandrovitch, précepteur au palais du noir seigneur des forêts noires de l'Oural, ou ses deux élèves, le jeune loup Vladimir Zergaïevitch, fils du noir seigneur, et sa charmante cousine Natacha Borisovna. Il se trouve justement qu'à l'instant précis où débute cette histoire, Igor Alexandrovitch, sollicité de Sergueï Ivanovitch, noir seigneur des forêts noires de l'Oural et papa de Vladimir, l'autorisation de proposer à ses élèves une sortie scolaire. Vous comprenez, votre noire seigneurie, j'aimerais expérimenter une pédagogie vivante, interactive et colorée qui pourrait remotiver Vladimir Sergaïevitch et Natacha Borisovna, car pour tout vous dire, il me semble parfois déceler chez eux comme un soupçon de désintérêt pour mes leçons. Ils lèvent la tête, regardent par la fenêtre, contemplent les mouches, bâillent aux corneilles, se mettant les doigts dans le nez. Je vois très bien, mon cher Igor, et cela me rappelle de désespérants souvenirs personnels. Bref, reprit le professeur d'un ton sec, c'est oui ou c'est non ? Le noir seigneur donna son accord, surpris par le changement d'intonation du vieux blaireau. Ce n'est que lorsque celui-ci se fut retiré en ronchonnant que Sergueï Ivanovitch
en comprit la raison. Comme le temps passait vite, Igor Alexandrovitch était précepteur dans la famille depuis déjà 3 générations. Chapitre 3. Bella. Tout à ses pensées, l'oncle Édouard ne prêtait guère attention au chemin qu'empruntaient ses pieds velus, et il aperçut soudain que la portion de forêt dans laquelle il se trouvait lui était complètement inconnue. Son instinct de chasseur prit alors le dessus. Il ouvrit l'œil, tendit l'oreille et dilata la narine, il fit claquer sa langue et remonta son pantalon. Aussitôt il lui sembla entendre un bruit insolite. « Écoute, Édouard Josipovitch, murmura-t-il. Quel est donc l'animal qui hurle ainsi ? Il connaissait en principe tous les habitants de la forêt de leurs différents cris, couinements de terreur, brames de douleur ou gémissements d'agonie. Là, il s'agissait plutôt d'une sorte de chant étrange, qu'Édouard aurait pu qualifier de mélodie langoureuse s'il avait connu ces 2 mots. Redoublant de prudence, on ne pouvait avoir confiance en personne dans l'Oural. Il s'approcha à pas de loup. Assis sur un rocher moussu, la tête inclinée sur l'épaule, les cheveux tombant en cascade jusqu'à terre, une créature inconnue fredonnait, l'œil mi-clos. La clairière dans laquelle elle se trouvait était baignée par un soleil tamisé. Une brise légère faisait ondoyer sa robe. Dans l'air frais flottait comme un parfum printanier, et Édouard Josipovitch ne reconnaissait plus du tout ces noires forêts. À petits pas prudents, il traversa la clairière et s'arrêta à une distance suffisante de la créature. Celle-ci redressa le front et planta son regard dans celui de l'ogre. Instantanément, les genoux d'Édouard se dérobèrent et il s'effondra par terre. Il lui fallut quelques instants pour parvenir à se relever, puis à ouvrir la bouche. Bizarre. Cette sensation de faiblesse dans les membres et d'épaisseur dans la langue. « Bonjour, réussit-il à finalement accroisser. « Bonjour, susurra la créature. Le son de sa voix avait un effet insolite sur la fourrure d'Édouard. Plaquée sur sa peau en temps normal, elle se hérissait désormais sur l'ensemble de son corps par petites touffes bleutées, comme s'il avait froid. Vraiment curieux. « Je m'appelle Édouard Josipovitch, hasarda-t-il, en essayant de chasser de sa gorge une énorme boule qui n'avait rien à faire là. Vraiment, fut la réponse. Moi, c'est Bella. Bella ? Était-ce possible ? Même le prénom de l'étrangère faisait courir des frissons dans le dos de l'ogre. Ah oui, Bella comment, balbutia-t-il faute de mieux. Ce fut au tour de l'inconnu de paraître surprise. Je veux dire, Édouard Josipovitch, fils de Josip, mon pauvre père. Et vous ? Mon père s'appelait Polyphème, dit Bella, en se passant la main dans les cheveux. Mais je m'appelle Bella tout court. Je viens des îles du Vent, sur la mer du Sud. Il y a bien longtemps que je n'ai plus entendu parler de mon père. Je suis jolie fille de Zéphyr, fière, libre, seule et indépendante. Seule et indépendante, répéta Édouard d'un air bas. La conversation prenait décidément un tour fort. Décidément un tour fort étrange, différent de tout ce qu'il avait pu connaître jusque-là. Étrange, mais pas déplaisant, ma foi. Bien confiance, il se sentit autorisé à aborder le sujet qui occupait ses pensées du moment. « Vous préférez la viande crue ou cuite ?»« Ou cuite ?» demanda-t-il. La créature eut un imperceptible mouvement de recul. Que lui voulait donc cet étrange personnage ? Il y avait tant de choses à dire, de questions à se poser. Elle braqua de nouveau sur lui un regard brûlant. « Et vous, retorqua-t-elle, lequel de mes yeux préférez-vous ? » Lequel de vos yeux ? Répéta Édouard sans comprendre. Soudain il réalisa. Bon sang, c'était une cyclope. Chapitre 4. Sortie botanique. Pendant ce temps, non loin de là, la fatidique sortie scolaire était en bonne voie. Vladimir et Natacha avaient reçu pour instruction de se munir d'un pique-nique, de grands cahiers, et de papier buvard et de rubans adhésifs, puis de rejoindre leur professeur à la porte nord. « Nous allons constituer un herbier », s'enthousiasma le vieux blaireau quand ils l'eurent enfin retrouvé, à la porte sud. Je suis certain que malgré la haute opinion que vous avez de vous-même, vous ne sauriez distinguer parmi tous les arbres des noires forêts de l'Oural un chêne noir d'un papier noir. À part qu'ils sont noirs tous les deux, répondit Vladimir avec un soupçon déjà d'ennui.
Et c'est là votre erreur. Il y a noir et noir. Comme il existe plusieurs nuances de blanc. Blanc cassé, blanc grisé, faux blanc, petit blanc, blanc sec, blanc mouillé et autres blancs de Poméranie ou du Xinjiang. Dans les petits cailloux que Natacha Borisovna sème derrière elle depuis que nous sommes partis. Il fronça les sourcils. Du diable si je sais pourquoi, d'ailleurs, marmonna-t-il en consultant sa carte. Chapitre 5. L'ogre avance ses pions. Édouard Josipovitch vint s'asseoir à 3 pas de la Cyclope, sur un rocher voisin. De façon parfaitement étonnante, l'opinion qu'elle pouvait avoir de lui était devenue la chose la plus importante au monde. Il fallait qu'il trouve quelque chose de sensible et spirituel à dire pour se faire pardonner. Mon pauvre père le disait toujours, mieux vaut un seul œil qui vise droit que deux qui tirent dans les coins. Assez satisfait de cette formule qu'il venait d'inventer, il répéta à mi-voix que deux qui tirent dans les coins et dévisagea la Cyclope avec un grand sourire. Ce sourire s'effaça très vite devant la moue dubitative de Bella. Mais mon pauvre père disait beaucoup d'âneries, voulut-il rectifier. C'est pour ça que je l'ai mangé. Vous avez mangé votre père s'exclama Bella. Aïe, 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 se dit alors Édouard. Ces fichus n'auraient jamais dû mentionner ce petit détail. Il essaya de justifier, ce qui n'était pas évident. Il réussit tout juste à bafouiller quelques syllabes sans queue ni tête avant qu'elle ne l'interrompe avec enthousiasme. Moi aussi j'ai mangé mon père, dit-elle. Mais non s'exclama Édouard Josipovitch. Mais si, enfin, un morceau pour goûter. Racontez-moi cela, voulez-vous? J'étais encore toute petite. Nous étions partis nous promener ensemble. Je lui ai donné la main car il est non-voyant, mais je l'ai lâché pour courir après l'un de ces moutons qui s'enfuyait. Il y allait retomber dans un ravin, la tête sur un caillou. Il ne bougeait plus, j'avais faim car il avait oublié de me prendre un 4 heures. Et me suis dit qu'au point où il en était, je pouvais bien croquer un petit bout sans que cela ne le dérange. Incroyable, s'extasia l'ogre au comble du ravissement. Tout comme moi, sauf que le mien ne bougeait plus parce qu'il avait une hache enfoncée dans la tête. Et alors il s'est réveillé avec un mollet en moins. Comme je ne pouvais pas plus le lui rendre, j'ai préféré m'éclipser. J'ai couru pendant des semaines et je suis arrivé ici. Je n'en crois pas mes oreilles, se pâma l'ogre en décalant sur un autre rocher un peu plus près. Cela nous fait un fameux point commun, n'est-ce pas? Alors, crue ou cuite la viande? Chapitre 6. Feuille noire et noire feuille. Pendant ce temps, de moins en moins loin de la fatale sortie botanique se poursuivait dans une ambiance studieuse. Igor désignait à ses élèves les arbres à identifier. Natacha grimpait sur le dos de Vladimir pour cueillir les feuilles, et ensuite tout le monde se disputait devant le livre censé les aider. Non, vous dis-je, glapit le vieux blaireau, cette feuille n'est pas vraiment noire, elle est anthracite. Vladimir et Natacha haussaient les épaules et tournaient en vain les pages du manuel. Si ce n'est pas un chêne noir, c'est peut-être un frêne noir, suggéra Natacha, pleine de bonne volonté. Ou alors un pommier noir, proposa Vladimir à tout hasard. Igor leva les bras en l'air, désemparé. Mais qui lui avait donc donné de cancre pareil? C'était pourtant simple. Cet arbre est un érable anthracite, point final. Vous voulez voir des chênes noirs? Suivez-moi, il y en a tout un bosquet par là-bas. Chapitre 7. L'ogre se fait un peu trop insistant. Quand un ogre est en confiance, plus rien ne l'arrête. Et depuis la confidence de Bella, Édouard Josipovitch se sentait dans la forme de sa vie. Disparut la timidité. Édouard était lancé au naturel, avait pleine vitesse et sans parachute. Moi, crue ou cuite, j'aime autant. Par contre, la viande ou cuite me donne des gaz. Charmé de l'apprendre, dit Bella en plissant le nez. Vous devriez peut-être vous limiter à la viande crue. L'ogre se gratta le ventre d'un air pensif. Il ne voyait pas trop le rapport et ne sentait pas venir le danger. Le problème de la viande crue, ma cocotte, c'est que ça tâche. Regarde, j'ai attrapé un petit sanglier pour le goûter et je me suis mis partout. Je l'avais remarqué, confirma Bella, qui avait tiqué sur le changement de ton. Vous auriez pu changer de chemise, non? Changer de chemise? Un lundi? Quel drôle d'idée! Édouard s'approcha encore. Assis à côté de Bella, il pouvait contempler la pureté de sa peau écailleuse, la rondeur de ses larges épaules, la longueur de ses cils recourbés, la délicatesse de ses griffes de pied. La Cyclope, de son côté, constatait surtout que l'état de la chemise ne constituait finalement qu'un bien
Petit détail au regard du reste. Il émanait par exemple du rocher voisin une odeur suspecte qui prenait aux narines, montait au front, piquait l'œil et faisait friser les cheveux. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de bain demanda-t-elle soudain. Conquis, Édouard Josipovitch éclata alors de rire et déposa une claque franche sur la cuisse ronde et charnue de Bella. Elle est bonne celle-là, un bain. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer tous les deux, hein, bébé. Il se retrouva soudain les quatre fers en l'air, renversés par une monumentale gifle. La cyclope était debout, les poings fermés, l'œil fulminant. Alors pour votre gouverne, Édouard Postillovitch, voici ce que j'ai à vous dire. Primo, on ne m'appelle ni cocotte ni bébé. Secondo, on ne me tape pas sur les cuisses. Tertio, on ne me crache pas dessus, on ne m'asphyxie pas. Sinon je m'énerve. Sur le coup, Édouard se demanda s'il s'agissait d'un jeu, ou si Bella était vraiment fâchée. Pour quelle obscure raison il faudrait qu'on le lui explique. Cependant, ses cheveux hérissés, ses œil rouges, ses dents grinçantes lui semblaient authentiques. Déchiré du nez à l'oreille par 5 glyphes acérés, sa joue saignait abondamment. Le monde s'écroula pour autour de lui. Il recula prudemment de quelques pas et supplia en bafouillant qu'on lui accorde des explications. La cyclope leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas possible, quel malotru !»« Mal au quoi ?» Elle secoua la tête, découragée. Les garçons ne couraient pas les clairières dans les environs. Et pour une fois qu'elle en rencontrait un, il fallait que ce soit celui-là. Elle réfléchit un instant, tournant le problème dans tous les sens. D'un côté, le contre, où il était grossier, sale et malodorant. C'était un ogre. Qui ferait confiance à un ogre? Mieux valait s'en débarrasser tout de suite. Et maintenant le pauvre. À vrai dire, pas grand-chose, mais nom de Zeus. Qu'est-ce qu'on s'ennuyait dans ces sinistres noires forêts de l'Oural? Cet argument finit par faire pencher la balance en faveur d'Édouard. Du moins temporairement. Écoutez, ogre, dit-elle. Écoutez bien, car c'est la seule chance que vous aurez. Je ne consentirai à tolérer votre compagnie qu'à une seule condition. D'accord, interrompit Édouard, prêt à tout accepter. Laissez-moi parler. Tel que je vous découvre aujourd'hui, vous ne me charmez guère. Ce serait même plutôt le contraire. L'ogre écarquilla les yeux. Ah bon, pourquoi? Si vous voulez que nous devenions amis, il faudra faire des efforts, des gros efforts. L'ogre hocha vigoureusement la tête. Je vais y être plus précise. Je ne supporte ni la grossièreté ni la saleté. C'est ainsi cela doit venir de mon éducation. Quand j'étais petite, les gros mots étaient interdits et nous devions toujours nous laver les mains avant de passer à table. Mon peut-être cyclope est bien élevé, n'est-ce pas? Édouard Josipovitch commençait à être perdu. Il connaissait tous les mots, mais curieusement, les phrases ne voulaient rien dire. En somme, pour me plaire, vous devez apprendre les bonnes manières. D'accord, interrompit l'ogre. Les quoi dites-vous? Les bonnes manières, l'art de la toilette, la maîtrise des petites attentions. La délicatesse de la conversation, le choix des sujets et des mots, etc. En bref, je souhaite vous voir transformé en gentleman d'ici notre prochaine rencontre. Demain, à 18h, au pied de la cascade de cristal. Perplexe, l'ogre se gratta le sommet du crâne. Elle voulait qu'il se transforme en gentleman. En gentleman, oui. Vous savez ce que c'est? Vous pensez vous pouvoir y arriver? Édouard hocha la tête avec dignité. Même s'il n'avait pas tout compris, il ne voyait là rien d'insurmontable. Il commençait à se sentir soulagé lorsque la cyclope lui adressa un sourire féroce qui découvrit des crocs interminables. Il la vit soudain sous un nouveau jour. Elle était non seulement la plus féerique créature qu'il ait jamais rencontrée, mais aussi un grand prédateur perché tout au sommet de la chaîne alimentaire, tout comme lui. Une dernière petite précision. Dans le cas fort probable où je ne serais pas satisfaite du résultat, vous comprendrez aisément que les noires forêts de l'Oural deviendraient trop petites pour nous deux. Il faudrait que je vous mange. Et maintenant, je vous souhaite le bonsoir. À demain à 18h. Bella tourna le dos et s'éloigna d'un pas léger, les cheveux au vent, laissant sur place un Josipovitch éberlué. Chapitre 8. Perdu. On le sentait venir.
Pendant ce temps, tout près de là, Igor Alexandrovitch et ses élèves avaient tragiquement compliqué leur situation. Non seulement ils n'avaient pas retrouvé ce fameux bosquet de chênes noirs, mais voilà que de surcroît, Natacha était tombée à court de petits cailloux blancs. Ils étaient donc perdus dans les noires forêts de l'Oural. Chapitre 9. Le choix d'Edouard Yosipovitch. Bella Polyphémo... Bella Polyphémovna, où êtes-vous? Sitôt remis de sa stupeur, Édouard se lança à la poursuite de la cyclope, mais une malencontreuse rencontre avec un chêne lui fit perdre beaucoup de terrain. Quand il eut réussi à se relever, il était trop tard qu'elle avait disparu. Que tu vas voir, dit-il à l'arbre. Il commença par l'arracher, puis l'écorça avec frénésie et le débita en bûchettes qu'il éparpilla dans toutes les directions. Il s'effondra ensuite sur le sol et se mit à pleurer. Il sanglota pendant une bonne heure, hurlant, vociférant, se roulant dans la poussière, martelant le sol de ses deux poings, s'arrachant les cheveux, se griffant la figure. Il avait entendu quelque part que cela se faisait quand on éprouvait du chagrin. Quand il se fut lassé de tout ce cirque, il s'assit par terre et se mit à réfléchir à voix haute, la tête entre les mains. Édouard Yosipovitch, que t'arrive-t-il donc à la fin? Ce matin, il était encore tout à fait normal, affamé, violent, grossier, bref, tout ce qui fait un ogre un ogre. Il n'avait pas fait le ménage chez lui, il ne s'était lavé ni les pieds ni les dents, il n'avait pas changé de chemise, pas un lundi, il avait effrayé, terrorisé, épouvanté, dévoré tous ceux qui avaient croisé son chemin. Son pauvre père, lui aussi, aurait été fier de lui, et tout à coup, patatras, l'ogre sanguinaire était soudain devenu un petit garçon timide, incapable d'articuler 3 mots sans bégayer. Atteint de faiblesse dans le genou et de remontée acide, il se demanda s'il n'avait pas consommé un peu d'aliment périmé. À la réflexion, le petit sanglier du goûter avait comme un goût de rance. Bien sûr, Edouard Yosipovitch. Tout s'explique, tu es simplement un peu malade, rien de grave, tu rentres chez toi, une bonne sieste et tout ira mieux. Il essaya de reprendre le chemin de sa tanière, mais ses pieds refusaient de le porter. Il dut se rendre à l'évidence. Ce sanglier avait surtout comme un goût de prétexte, et le problème venait d'ailleurs, de Bella. Il n'avait pas rêvé, elle lui avait lancé un défi. Pire encore, elle l'avait menacé de le manger. Me manger, moi, Édouard Yosipovitch, ogre de l'Oural. Édouard bondit sur ses pieds, rouge de fureur. Quelle impensable arrogance! Et le plus étonnant était qu'il avait laissé cette prétentieuse cyclope s'en sortir saine et sauve, sans la moindre égratignure. Il la revoyait s'éloigner de son pas si léger et sautillant, les cheveux au vent, sentant la rose et le jasmin, fredonnant son chant si doux, si sauve, si suave. Allons bon, voilà que ça le reprenait. Les bras ballants, Édouard Yosipovitch ne savait vraiment plus que faire. En dernière extrémité, il décida de prendre conseil auprès de son pauvre père. C'était une méthode à laquelle il avait parfois recours lorsque plus rien ni personne ne pouvait l'aider. La technique était assez délicate car il devait interpeller les silences boudeurs et rancuniers de son interlocuteur. Il ferma les yeux très fort et leva les bras vers le ciel comme des antennes. Papa, il y a une cyclope qui dit qu'elle va me manger si je n'apprends pas les bonnes manières. Qu'est-ce que je dois faire? Silence. Je la trucide? Silence. Tu es sûr? Non, silence. Pour une fois, la réponse était très claire. Son pauvre père lui conseillait d'affronter l'ennemi. Cette recommandation n'étonnait guère Édouard. Son pauvre père avait toujours été une brute épaisse. Pas question de suivre ses conseils. L'ogre se redressa, débordant d'énergie et d'optimisme. Édouard Yosipovitch, proclama-t-il, c'est décidé. Tu apprendras les bonnes manières. Demain, à 18h, tu seras devenu un véritable gentleman. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être un gentleman? Et qui faisait donc ce raffut dans les noires forêts de l'Oural? Chapitre 10. Encore une rencontre. Igor Alexandrovitch ne pouvait décidément faire confiance à personne. On ne s'aventurait pas ainsi dans les recoins les plus sombres et les plus mal fréquentés de l'Oural sans prendre ses précautions. J'aurais peut-être dû me munir d'une brouette, suggéra Natacha d'un ton acide. Et pourquoi pas, voyez où nous en sommes maintenant. Quelle mauvaise foi, intervint Vladimir Zaïkevitch en haussant également le ton. Enfin, Igor, c'est quand même bien toi qui nous a entraînés dans cette sortie pédagogique.
Pour vous faire plaisir, hurla le vieux précepteur en mépris de toute prudence. Mais je sais bien que je ne peux attendre aucune reconnaissance de votre part, comme d'habitude. Petit ingrat, voyou. Il se détourna brutalement et tomba nez à nez avec les genoux d'Édouard. Il blêmit, verdit, se mit à trembler et poussa une sorte de bêlement dans laquelle on reconnaissait vaguement le mot ogre. Édouard Yosipovitch, pour vous servir, précisa l'ogre en question. Vladimir Zaïevitch, répondit courtoisement le jeune loup, en faisant un pas en avant. Nous nous sommes déjà croisés. Édouard plissa les yeux dans un effort de mémoire. Quelqu'un qu'il aurait rencontré et qu'il aurait laissé intact. Ah oui, ça lui revenait. Il se fit prudent. Le fils de Sergueï Ivanovitch, noir seigneur des forêts de l'Oural, c'est bien cela. Comment va votre papa? Et vous êtes sa charmante cousine, Natacha Borisovna. Et ce gentleman ici est notre professeur de botanique, mathématiques, musique, rhétorique, dialectique, politique. Ainsi que malgré les apparences, notre instructeur est modèle en termes de bonne manière. Gentleman, bonne manière, le vent était-il en train de tourner? C'était trop beau pour être vrai. Un large sourire illumina la face de l'ogre. Ni une ni deux, il attrapa Igor par les épaules et le coinça sur son aisselle. Vous permettez que je vous l'emprunte? Demanda-t-il au jeune loup. Juste pour une heure ou deux, j'ai besoin de ses conseils. Ah, les conseils d'Igor. Les deux cousins se consultèrent du regard et échangèrent un petit sourire en coin. Pourquoi pas au fond? Du moment qu'il le leur rendait en bon état. Oh, si cela vous inquiète, je vous propose de m'accompagner. Venez, nous serons plus à l'aise dans la maison. Régaillardi, l'ogre partit d'un bon pas, son blaireau sous le bras, suivi par Vladimir et Natacha, qui s'efforçaient de garder une mine impassible. Bella se demandait si elle n'avait pas eu tort. Il y avait une forme de cruauté dans le contrat qu'elle avait passé avec l'ogre. Qui pouvait croire qu'une créature aussi sale, grossière et par-dessus tout puante puisse apprendre les manières qui puisse apprendre les bonnes manières seule et en si peu de temps? Elle n'aurait pas dû lui proposer ce marché. Sur le chemin de sa caverne, elle réfléchit intensément à une façon élégante de régler le problème. Arrivée à destination, elle avait trouvé la solution. Un ragoût aux épices, beaucoup d'épices pour cacher l'odeur. Chapitre 11. Chez Édouard. La cabane d'Édouard Yosipovitch était un peu sombre quand ils y pénétrèrent. La lumière déclinante de cette fin d'après-midi avait du mal à éclairer les murs noircis, à travers les épaisses toiles d'araignée qui masquaient les fenêtres. Mieux valait d'ailleurs qu'on n'y voit rien car c'était un taudis épouvantable. Édouard dégagea un coin de table d'un revers de son énorme bras et installa dessus le malheureux Igor, en état de choc après sa randonnée. Il prit pour sa part une chaise renversée qui traînait par terre et s'assit dessus à califourchon, les coudes sur le dossier de leur côté, après avoir fait un pas à l'intérieur. Natacha et Vladimir reculèrent précipitamment en fronçant les narines. « Nous restons dehors afin de ne pas vous déranger », précisa délicatement la jeune louve depuis l'encadrement de la porte. Édouard se tourna avec Igor et entreprit sans plus tarder de lui expliquer de quoi il retournait. Il raconta le chant, la rencontre, les mers du Sud. Il parla de son pauvre père, de la hache et du mollet. Il décrivit en vrac ce qu'il avait ressenti, les genoux flageolants, la sensation curieuse dans la poitrine. Il termina par la gifle, les exigences et les menaces de Bella. Quand il eut fini, Natacha Borisovna arborait un sourire étendu, et Igor une mine morose et des bras croisés. Donc vous avez décidé de massacrer cette cyclope. Bon débarras, où est le problème? Voulut comprendre Vladimir. Laisse parler, Édouard Yosipovitch, intervint Natacha en le poussant du coude. Tu es complètement à côté de la plaque. Édouard remercia Natacha d'un air gêné. En effet, il n'avait aucune intention de faire du mal à Bella. Il n'était pas bien concertant de comprendre pourquoi d'ailleurs, mais sa décision était prise. Et maintenant, il s'agit de m'apprendre les bonnes manières, et cette histoire de gentleman... Et ceci d'ici demain, s'il vous plaît. Igor garda les bras croisés et poussa un grognement de mépris. N'importe quoi, marmonna-t-il. Comment cela? Demanda l'ogre d'une voix douce, les paupières à peine ouvertes.
Eh bien, vous êtes malade, c'est une évidence. Votre cas relève de la médecine ou de la psychiatrie, et je vous suggère d'aller consulter un docteur. Pas question, refusa l'ogre. Je n'ai pas le temps, il faut que tout soit prêt, les bonnes manières et le gentleman demain à 18 heures. C'est impossible, annonça Igor d'un air péremptoire. Quoi donc demanda l'ogre, en serrant les poings. Personne ne pourrait faire de vous un gentleman, ni en 2 jours, ni en 3 ans, dit Igor en hochant la tête. Vous êtes grossier, sale et malodorant, et vous êtes un ogre. Il y a des choses impossibles, celle-ci en fait partie, point final. Vraiment, insinua l'ogre en se levant à moitié de sa chaise. Seriez-vous en train de me dire que vous m'êtes inutile, vous qui êtes assis sur ma table entre mon assiette et mon couteau? Voyant l'échange tourner au vinaigre, Natacha prit la parole d'un ton conciliant. Si je peux me permettre, Igor, il me semble que Sergueï Ivanovitch, tout-puissant noir seigneur de l'Oural, ton maître et féroce protecteur, apprécierait sans nul doute que tu fasses profiter de ton inestimable expérience notre ami, dont l'appétit me semble sans bornes. Je parle de son appétit de savoir, tu m'as bien comprise. Cette intervention a eu le mérite de faire réfléchir les deux interlocuteurs. L'ogre se rassit, le blaireau décroisa les bras. Bon, dit Igor radouci, toute cette histoire est ridicule, mais je veux bien essayer de faire ce que je peux. Cependant, j'entends procéder à ma façon, selon mes méthodes pédagogiques qui ont fait leur preuve depuis des générations. C'est à prendre ou à laisser. Édouard Josipovitch, qui n'avait jamais entendu parler de méthode pédagogique, hocha la tête d'un air concentré. Tout plutôt que mécontenter Bella. Parfait, reprit Igor Alexandrovitch en descendant prudemment de la table. Asseyez-vous, ouvrez votre cartable, prenez une feuille et écrivez votre nom, votre prénom, l'endroit où vous habitez, le métier que vous aimeriez faire plus tard. L'ogre ouvrit des yeux comme des soucoupes. Qu'avait-il dit après asseyez-vous? Levez le doigt pour prendre la parole, grommela le professeur. Où est donc votre cahier? Avez-vous pensé à tailler votre crayon? Ne vous balancez pas sur votre chaise. J'attends toujours que vous écrivez votre nom. Dit timidement l'ogre en levant le doigt. C'est que je ne sais pas très bien écrire. Ce n'est pas dramatique, répondit Igor en soupirant d'un air indulgent. J'imagine bien la difficulté que cela représente avec de si gros doigts. L'essentiel est que l'on puisse vous lire. À propos de lire, je ne sais pas très bien lire non plus, avoua l'ogre. Vous n'avez peut-être été déscolarisé assez jeune, demanda le blaireau qui commençait à suspecter quelque chose. Oh non, quand même pas, s'insurgea Édouard. Ce serait plutôt que je ne suis jamais allé à l'école. Igor Alexandrovitch joignit les bouts de ses doigts et se pencha vers son nouvel élève avec un calme lourd de menace. En somme, vous ne savez ni lire, ni écrire, ni sans doute compter, je présume, que vous n'avez même pas de papier, ni de crayon, feutre ou stylo dans votre taudis, et nous devons donc partir de moins que 0, c'est bien cela? L'ogre Josipovitch approuva d'un hochement de tête. En regardant ses pieds, il se sentait presque aussi misérable qu'après avoir été giflé par Bella. Donc je ne peux rien faire pour vous, de moins avant d'apprendre quelque chose. Il faut aussi d'aussi complexe que les bonnes manières. Il est indispensable de connaître les bases. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Mon conseil avec votre cyclope, courez vite ou frappez fort. Heureux de vous avoir connu. Merci et au revoir. Igor tourna les talons et se dirigea d'un air digne vers la porte. Il y eut alors un sifflement et un couteau aussi long que son bras vint se figer dans le mur à 2 pouces de sa tête. Il s'évanouit aussitôt. Et si elle se trompait, certes les chances étaient maigres, mais si lors de leur prochaine rencontre il avait vraiment changé? Balla eut du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Elle dut se lever pour aller grignoter un morceau. Après une poignée de marcassins, elle ne se sentait guère mieux. Et si Édouard Josipovitch était l'ogre de sa vie. Chapitre 12. Diagnostic. Lorsqu'il revint à lui, Igor Alexandrovitch s'était allongé dans une clairière au milieu des bois. Il faisait jour et l'on entendait non loin de là le clapotement vigoureux d'une cascade. Igor sentit une délicieuse odeur de viande rôtie lui chatouiller la narine, ce qui l'incita à se lever. Une fois debout, le vieux blaireau jeta un coup d'œil circulaire autour de lui. C'est un principe de survie élémentaire dans les noires forêts de l'Oural. Il faut toujours connaître la position précise de ses prédateurs, et Igor avait beaucoup de prédateurs, par exemple cet ogre assis auprès du feu. Igor voulut se recoucher
précipitamment et faire le mort, mais il était trop tard, on l'avait déjà repéré. Hey Igor, dit la voix joyeuse de Vladimir Zaïgevitch. Bien dormi malgré les ronflements de Natacha Borisovna. Je ne ronfle pas. Bonne nouvelle, Vladimir et Natacha étaient juste cachés derrière le large dos de l'ogre. Ils n'avaient donc rien en commun avec cette pièce de gibier en train de tourner sur la broche. Édouard lui fit signe de la main. Venez donc, Igor Alexandrovitch, le petit déjeuner est servi. Igor approcha en traînant les pieds. Il avait mal partout, conséquence d'une nuit dehors et de nombreux kilomètres sous le bras d'un ogre. Je vous préviens, ronchonna-t-il en acceptant un air méfiant le morceau de viande que lui tendait Édouard. Je n'ai pas changé d'avis. Attends de voir, répondit Natacha Borisovna. Pendant ton sommeil, nous avons longuement discuté, Édouard et Osipovitch, Vladimir Zaïgevitch et moi, et nous sommes arrivés à quelques conclusions intéressantes au sujet des symptômes qui ont affecté Édouard en présence de la cyclope. Palpitation, précisa l'ogre, maux d'estomac, faiblesse musculaire, perte d'équilibre, sueur froide, trouble de la vue et de l'élocution. C'est la grippe, affirma le blaireau, la bouche pleine. C'est aussi ce que je croyais, intervint Vladimir, les yeux brillants. Mais Natacha Borisovna a eu une théorie de fille beaucoup plus intéressante, ce qui expliquait assez bien pourquoi Édouard refuse bêtement de se débarrasser de la cyclope à la manière à ogre. Natacha jeta un regard noir à son cousin et haussa les épaules. Théorie de fille, il n'empêche que tu es d'accord avec moi. Et moi aussi, confirma l'ogre en se tordant les doigts. Ah bon, dit machinalement Igor, qui mâchouillait sa viande avec délice. Et peut-on savoir? Ne tenant plus, Vladimir se leva d'un bond, s'approcha d'Igor et lui hurla à l'oreille. L'ogre est amoureux de la cyclope. Igor s'étouffa, s'étrangla, devint tout rouge. Édouard Josipovitch se précipita vers lui et asséna dans le dos une formidable claque qui le fit bouler à 10 mètres. Toussant comme un perdu, Igor se mit péniblement à genoux, chaussa ses lunettes et prit son air le plus professoral. C'est rigoureusement impossible, proclama-t-il. Les ogres ne tombent pas amoureuses des cyclopes, pas plus que les carpes des lapins, les girafes des hippopotames ou les dragons des ânesses. C'est ainsi la nature l'interdit. Imaginez s'ils se reproduisaient, et de plus les ogres ne sont jamais amoureux car ils ont mauvais fond. Je ne vois pas le rapport, protesta Edouard Josipovitch. Et d'ailleurs, nous n'avons pas mauvais fond, nous avons un fond différent. Ah, permettez son portal blaireau avec de grands moulinets des bras. Vous en connaissez beaucoup, vous, des espèces où l'on dévore allègrement ses congénères, et ne niez pas, vous avez vous-même avoué pour votre pauvre père, papa. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez être en train de manger? Insinua après perfidement l'ogre, en désignant le morceau de viande bien entamé que brandissait Igor. Un jour mon prince viendra. Et Bella sortit de sa caverne en chantonnant. Malgré sa mauvaise nuit, ses idées étaient claires et son humeur excellente. Elle s'assit sur une souche et se lança dans une série de vocalises. Ah, lila, 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 la. Lila, la, lila, la, li. Attirés par le chant des dizaines d'animaux, lapins, écureuils, biches et faons, oiseaux avec leurs oisillons sortirent du bois et s'approchèrent d'elle. Elle tendit la main vers eux avec un sourire rêveur. Une mésange prit son envol, se posa dans la paume ouverte et entama une trille mélodieuse. Bella ferma le poing, goba son contenu et se leva. Il était temps de commencer à se préparer. Chapitre 13. Au bain. Lorsqu'il revint à lui, Igor Alexandrovitch était à nouveau allongé dans la même clairière au milieu des bois et l'ogre lui tapotait la joue d'un air coupable. « Réveillez-vous, Igor Alexandrovitch, c'était du sanglier. Tu penses bien qu'on ne t'aurait jamais laissé manger du blaireau, confirma Vladimir diabolique. » Natacha rassura son précepteur. Elle avait elle-même aidé l'ogre à attraper le sanglier. « Mais revenons à nos moutons, dit-elle. Si nous avons quitté la tanière d'Édouard pour nous rendre ici, au pied de la cascade de cristal, c'est pour une bonne raison. Nous avons décidé de l'aider à conquérir le cœur de sa belle. Oui, faute de mieux, confirma Vladimir. Pour ma part, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il aurait tout intérêt à la prendre par surprise. Hop, un coup derrière les oreilles, la cyclope à la broche avec des pommes et des navets. Et le problème est réglé. Mais non, monsieur refuse. Monsieur est amoureux. Ah bon, murmura Igor, c'était donc vrai?
Absolument, dit Natacha, et il y a du travail, ceci dit sans vouloir vous enfoncer, cher Édouard. Je ne le prends pas mal, très chère Natacha. Je suis conscient de l'ampleur de la tâche et vous suis infiniment reconnaissant de vos efforts. Comme c'est joliment dit, nous commencerons donc par le commencement. Et là, messieurs, je ne vais devoir m'effacer car il est des spectacles auxquels une jeune fille innocente ne peut assister. Vladimir prit le relais avec un grand sourire. Allez hop, l'ogre, au bain! Il saisit l'énorme paluche d'Edouard Yosipovitch dans sa petite patte et le traîna derrière lui. Il n'y avait pas loin où aller. La clairière se terminait par un amoncellement de gros rochers, disposés en demi-cercle, au pied desquels se trouvait une merveilleuse vasque d'eau limpide, alimentée par une ravissante cascade écumante. La baignoire de monsieur est avancée, annonça pompeusement Vladimir. L'ogre s'approcha de l'eau avec appréhension. On se déshabille et on plonge, ordonna Vladimir. Sinon, attention à la vilaine cyclope. Tandis qu'Edouard Yosipovitch exécutait le plus lentement possible, Vladimir expliqua à Igor qu'il faudrait se contenter d'un simple trempage. Il avait cherché partout chez l'ogre, sans trouver trace de savon, shampoing, détergent ou lessive. Chapeau l'ogre! Avec bien des efforts, Edouard avait fini par réussir à entrer dans l'eau. Il s'agrippait nerveusement au rocher du bord, tandis que sa fourrure gris bleutée flottait avec légèreté autour de lui. C'est intéressant, observa Vladimir après quelques instants. L'eau change de couleur. Elle change même drôlement vite. L'ogre prit un air coupable. Bella avait peut-être raison, hasarda-t-il. Sur ce point, sans aucun doute, confirma Igor Alexandrovitch. Il me semble indispensable que vous alliez vous placer sous la cascade, de façon à accélérer le processus. Sinon, nous risquons d'être encore là demain. Bien vu, Igor, approuva Vladimir. Bella arrive à 18h avec ses glyphes et ses crocs et la journée promet d'être chargée. Quelle heure y est-il au fait? Il est 10h, répondit Igor en consultant son antique montre à gousset. Ne traînons pas. Il fallut cependant toute une matinée de douche intense pour que Vladimir et Igor se déclarent satisfaits. Et Édouard Yosipovitch put enfin sortir et nouer en pagne autour de sa taille une nappe à carreaux que Vladimir avait trouvée dans l'armoire de l'ogre. N'ayant jamais servi depuis le départ précipité de la mère d'Édouard, elle était à peu près propre. Incroyable, s'extasia Natacha quand ils lui présentèrent le résultat. Vous avez changé de couleur. Du coup, remarqua Vladimir, je me demande comment vont lui aller les vêtements. En même temps que la nappe, il avait prélevé dans l'armoire d'Édouard un costume qui avait appartenu à son pauvre père. C'était son habit de mariage, leur expliqua Édouard. Il n'a servi qu'une fois. Heureusement, commenta Vladimir en déployant le pantalon. J'espère que le rouge n'a pas le même effet que sur les cyclopes que sur les taureaux. Enfin, pour la taille, ça devrait aller. Pour sa part, Natacha contemplait la veste verte d'un air préoccupé. Sur fond des noires forêts, un costume de perroquet risquait de trancher un peu. « Et si vous restiez torse nu, proposa-t-elle avec délicatesse, la saison est belle et votre avantage musculature fera faire l'impression. Si vous le dites, se engagea fièrement l'ogre. Bella contemplait son reflet dans le miroir, fêlé, adossé à la paroi de pierre sombre. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle dans ces noires forêts. Le miroir ne répondit rien, sans doute par prudence. Jouant machinalement avec une mèche de cheveux, elle se tourna et se retourna. Se contempla de profil, de trois quarts et même de dos. Il y avait un accroc dans le bas de sa robe. Zut alors, elle ouvrit son armoire à droite. Elle ouvrit son armoire. À droite les vêtements, à gauche les armes. Elle choisit une robe couleur de lune et un poignard à lame courbe. Chapitre 14. La révérence. Edouard Yosipovitch était aussi propre qu'un ogre peut espérer le devenir. Sa fourrure bleue mettait en valeur ses yeux noirs. Son pantalon rouge, bien mieux valait un pantalon rouge que pas de pantalon du tout. Magnifique, annonça Natacha. Quelle heure est-il, Igor? Il est exactement 13h30, répondit le vieux blaireau. Parfait, nous sommes dans les temps. Nous avons réussi à vous rendre pimpant. Concentrons-nous à présent sur ce que nous allons dire à Bella. Les bonnes manières ne passent aussi par le discours, n'est-ce pas? Affalé dans l'herbe au pied de l'ogre, Vladimir haussa les épaules. Il n'était pas convaincu par la nécessité d'aller
aussi loin. Avec les filles, annonça-t-il, tout ce qui y a de compte, c'est un physique avantageux et des vêtements à la mode. De toute façon, elle n'écoute pas ce qu'on raconte. Ah bon, demanda l'ogre, j'avais pourtant l'impression que Bella n'aimait pas trop que je l'appelle cocotte. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, si vous avez votre grand couteau à la main. Natacha Borisovna foudroya son cousin du regard. Ne l'écoutez pas, Edouard Yusipovitch. Ce gamin en est encore à jeter des cailloux dans l'eau et il prétend s'y connaître en fille. La plupart d'entre nous sommes bien entendu très sensibles à un aimable discours et des compliments bien tournés. Igor, qui jusque-là était resté bien discret, souhaita intervenir. Cessez donc de vous chamailler, jeunes gens. Je prends les choses en main. Il ne sera pas dit qu'Igor Alexandrovitch aurait baissé les bras devant un défi aussi insurmontable qu'il puisse sembler. Édouard Yosipovitch, votre combat devient mon combat. Suivez mes conseils et vous resterez en vie. Il ne jugera évidemment pas nécessaire de préciser qu'il commençait à s'attacher à cet ogre sentimental. Tout d'abord, abordons la question fondamentale du premier contact. J'éliminerai sans discussion la main tendue trop impersonnelle et la bise trop familière. Que nous reste-t-il? Un bon coup de hache dans le dos, proposa Vladimir. Le baise-main, suggéra Natacha, sans prêter attention aux âneries de son cousin. Igor réfléchit un instant. L'idée était séduisante, mais la technique compliquée. Il fallait maîtriser la prise de la main, l'humidité de la lèvre, l'inclinaison de la tête, la profondeur du regard, sans compter qu'il n'y avait en face qu'un seul œil. On n'apprend pas le baise-main en quelques heures, finit-il par décider. Ce serait au sens propre suicidaire. Nous allons donc nous rabattre sur la révérence, ma spécialité. Ah bon, et de quoi s'agit-il sans qui Édouard? Quand un professeur de la trempe d'Igor Alexandrovitch est lancé sur l'un de ses sujets de prédilection, il faut s'attendre au pire. Igor commença par un interminable historique de la révérence à travers les âges, puis il décrivit dans le détail les différents types en vigueur, évoqua la signification du nombre de génuflexions et de courbettes dans toutes les cours d'Europe, déplora l'absence d'une épée au côté et surtout un chapeau pour balayer le sol, et finit par se livrer à quelques démonstrations qui firent grincer ses articulations. Voilà, fit-il en se redressant péniblement. C'est à vous maintenant. À moi? Demanda Édouard Yosipovitch en regardant par-dessus son épaule. À qui d'autre, Roméo? Répondit Vladimir. Allons, pressons, l'heure du crime approche. Ample courbette et souplesse du genou. L'ogre se mit en position, de mauvaise grâce, conscient d'être en train de trahir son espèce. Il se demanda un instant s'il avait fait le bon choix. Et si ce n'était pas son pauvre père, Vladimir Zaïgevitch, qui avait raison. Il pensa à la première rencontre de ses parents qui avait duré 10 secondes environ. Le temps pour son père de charger sa mère sur son épaule pour la conduire en sa tanière. Pourquoi les choses ne pouvaient-elles être aussi simples? Il haussa les épaules, fit un pas en avant, respira à fond, se lança dans une profonde courbette, genoux à demi pliés, annonça le geste de cueillir une fleur de la main droite en partant de l'épaule gauche, s'aperçut avec satisfaction qu'il n'était pas encore tombé et releva fièrement le torse. Alors, qu'en pensez-vous? Igor et les jeunes loups se regardèrent. Il y avait de l'idée, le coude était sans doute un peu raide et la remontée trop saccadée, mais Édouard avait assimilé le mouvement général. L'heure suivante fut consacrée aux détails et après quelques dizaines de courbettes, Igor Alexandrovitch se déclara satisfait. 13h30, dit-il après avoir tiré sa montre de son gousset. Nous avons plus de temps qu'il n'en faut pour préparer un petit compliment bien troussé et le faire entrer dans ce crâne épais. J'ai déjà quelques idées en arguments. Il ne reste qu'à les assembler en un joli discours, ni trop simple, ni trop pompeux, comme je les aime. 13h30, demanda Vladimir. Il n'était pas déjà 13h30 tout à l'heure? Igor sortit à nouveau sa montre, la consulta en fronçant les sourcils, tapota délicatement sur le verre, la porta à son oreille et annonça d'un air distrait. Tiens, elle est arrêtée, j'ai dû oublier de la remonter.
Chapitre 15, 18h. Vladimir éclata de rire. Natacha se prit la... Chapitre 15, 18h. Vladimir éclata de rire. Natacha se prit la tête à deux mains et Édouard fixa le vieux blaireau d'un regard vide. Le soleil commençait à descendre sur l'horizon et les ombres s'allongeaient dans la clairière. Sauf qui peut, eux n'ont pas de manique, s'affola Igor. Il y a forcément une solution. Il réfléchit intensément, les yeux fermés, le front plissé par la concentration. Je sais, nous allons faire comme dans un livre que j'ai lu dernièrement. Comme quoi cela sert de savoir lire, soi-disant, en passant. Je vais me dissimuler derrière l'un de ces rochers au pied de la cascade et je vous soufflerai ce que vous aurez à dire. Une solution, ça, grimaça Vladimir. Un suicide, oui, mon conseil, cognez le premier. Peu importe, s'emporta Igor. Je veux dire, pas du tout. S'il répète mot à mot mes paroles, tout se passera bien. Alors Édouard au pied de la cascade. Romoir derrière ce caillou, Natacha et Vladimir cachés derrière ce gros tronc, et vous les trolls, vous disparaissez. Des trolls, rugit l'ogre d'un air menaçant. Tougrou, pogrou, curbol, appeltroc, gon, gargoli, hypocté, hyptograg, il confirma une voix rocailleuse. Une bonne vingtaine de trolls de forêt, des forêts courts, tordus et noueux, comme de vieilles souches, s'étaient en effet assemblés en lisière de clairière, assis en tailleur et semblaient très intéressés par le spectacle. Ils ont entendu du bruit et souhaitent comprendre ce qui se passe ici, traduisit Igor. Ils pensent qu'il va y avoir du sang ou de la rigolade ou les deux. De toute façon, maintenant, où il n'y a plus le temps de les évacuer en douceur. Alors tous en place et silence. Elle arrive. Quand Bella fit son apparition, seul Édouard Josipovitch était visible, assis sur un rocher au bord de la cascade. Subjugué, il la regardait s'avancer vers lui, de son pas léger, fredonnant une mélodie des mers du Sud, l'œil modestement baissé. Si Édouard avait bien changé depuis la veille, elle n'était pas en reste. Une nouvelle robe couleur de lune, les cheveux apprêtés avec art, un parfum fleuri du vernis rouge, vif sur les griffes des mains et des pieds et détail ultime, les crocs limés de frais, elle était resplendissant, même le poignard négligement passé à sa ceinture brillait de mille feux. La révérence, chuchota Igor depuis son poste. Édouard Josipovitch se leva lentement, s'avança d'un pas et exécuta sa révérence à la perfection. Un heureux hasard voulut qu'un superbe iris jaune se trouve exactement à l'endroit balayé par sa main. Lorsqu'il se redressa et, dans un grand geste fluide, offrit la fleur à Bella, tout en faisant jouer ses muscles sous sa fourrure bleue. Il était le roi du monde. Les joues rossis par la surprise, Bella laissa son regard s'attarder sur le torse harmonieux d'Édouard, passa avec indulgence sur le pantalon rouge et revint à la fleur dont, miracle, elle pouvait sentir le parfum malgré la présence de Igor et de l'ogre. Et si finalement, oh Édouard, il ne fallait pas, venez vous asseoir à côté de moi. Elle s'installa sur un rocher plat au bord de l'eau. Parfait, le poste stratégique. Édouard était admirablement positionné entre Bella et Igor, dérobant le blaireau à la vue de la cyclope. Le seul petit inconvénient était le bruit de cascade, plus fort que prévu. Alors de quoi allez-vous me parler aujourd'hui, cher Édouard demanda la cyclope en pliant et dépliant ses doigts griffus. Igor se frotta les mains, c'était à lui de jouer désormais. Bel enfant, vous avez dérobé mon cœur, chuchota-t-il. Éléphant, vous avez dérobé mon cœur. Il répéta Édouard en hésitant sur chaque syllabe. Curieuse, entrée en matière, pensa-t-il à part lui, mais Igor savait certainement ce qu'il faisait. Quel plan ingénieux tout de même. Jamais il n'aurait eu une telle idée tout seul. Bella lui jeta un regard voilé. Igor, que la cascade n'empêchait aussi d'entendre ce que répétait Édouard, poursuivit sans se rendre compte du drame qui était en train de se nouer. Votre œil luit tel une étoile au firmament. Votre œil lutte et lunette à l'eau firmament. Cruel, qu'avez-vous fait de moi? Truel, cave et fou,
et fou fait d'émoi. Bella leva le bras afin d'interrompre la déclaration d'amour d'Edouard Josipovitch. On était en train de se moquer de ce qu'elle n'appréciait guère. Elle se leva, posa un doigt ferme et pointu sur les lèvres de l'ogre et s'approcha en catimini du rocher derrière lequel Igor était en train de jouer la scène de sa vie. Les yeux fermés et le museau tendu, et en un baiser silencieux. « Roxane, je vous aime. »« Blaireau, qui est cette Roxane ?» demanda la cyclope en saisissant Igor Alexandrovitch au collet. Chapitre 16, 18h10. Un grand désordre s'installa alors. Igor Alexandrovitch s'évanouit pour la 3e fois en 2 jours. Natacha poussa un cri d'angoisse. Vladimir Serguevitch s'éclata de rire. Les trolls envahirent la clairière en applaudissant à tout rompre. Bella se tourna vers Edouard Josipovitch et lui décocha un regard noir. Ses crocs pointaient sous ses lèvres désormais sévères. Edouard Josipovitch, vous me décevez, dit-elle d'un ton glacial, caressant dans la paume le manche en os qui dépassait de sa ceinture. J'espère que vous avez une explication convaincante. Les yeux rivés sur ses orteils, les bras croisés derrière le dos, l'ogre se dandinait sur place sans rien dire. Une explication convaincante? À quoi donc? Tout était fini, cassé, démoli et éparpillé. Il ne parviendrait jamais à recoller les morceaux. Il secoua la tête, sa décision était prise. Il allait quitter les noires forêts et partir vers l'est, à travers les plaines infinies de Sibérie. Il irait même jusqu'au Kamtchatka, où sa maman pourrait peut-être le consoler. Haussant les épaules, il se mit en marche vers la lisière de la forêt. « Pas bouger !» l'ogre aboya la cyclope. « J'en ai pas fini avec vous. » Edouard s'immobilisa, docile et résigné. Allait-elle mettre sa menace à exécution, le dévorer sur place? Ma foi, pourquoi pas, au fond. Cela présenterait au moins un avantage. Il n'aurait jamais été aussi proche. Un grand silence était tombé comme un brouillard au milieu de la clairière. L'œil de Bella s'était mis à rougeoyer et ses muscles à tressaillir sous sa peau. On eût dit un volcan prêt à entrer en éruption. « Tout le monde autour de moi, murmura-t-elle, sauf l'ogre. Les trolls et les 2 louveteaux s'approchèrent prudemment. « Que se passe-t-il d'ici » chuchota Bella à Natacha, qui avait l'air plus raisonnable que les autres. Pourquoi l'ogre s'apprête-t-il à fuir sans même faire mine de combattre? Et pourquoi ai-je donc l'impression de jouer un mauvais rôle dans un spectacle de cirque? Natacha entreprit alors de raconter les péripéties de ces 2 derniers jours. Elle décrivit avec beaucoup d'éloquence le malaise d'Edouard, ses hésitations, sa décision de devenir un gentleman et le travail entrepris dans ce but. Bella l'interrompit de temps à autre pour lui demander de préciser telle ou telle parole ou attitude de l'ogre. Vladimir se tenait sagement à carreau. Igor gardait obstinément les membres flasques et les yeux fermés, et Édouard suivait la consigne et ne bougeait pas. Seuls les trolls se poussaient du coude en ricanant. « Je me suis peut-être trompé sur son compte, constata Bella en soupirant. Je le prenais pour une brute, mais finalement c'est un charmant garçon. Je trouve aussi, approuva Natacha à voix basse. Tous ne sont pas capables de se remettre ainsi en question, n'est-ce pas, Vladimir Sergueïvitch, nous avons tant de points communs. Vous a-t-il parlé de nos démêlés avec nos pères respectifs? J'ai cru comprendre que vous aviez interrompu vos relations assez brusquement. On peut le dire ainsi. Vous pensez sans doute que je devrais lui donner une dernière chance, chère Natacha. Cela me semble s'imposer, chère Bella. Vous êtes décidément pleine de ressources. Elle jeta un coup d'œil rassenderie vers l'ogre, toujours pétrifié, se redressa de toute sa hauteur. À présent, excusez-moi, maintenant que j'ai à peu près compris mon Édouard, je vais avoir 2 mots de dire assez rares. Bella se pencha sur les trolls qui formaient un cercle autour d'eux et pinça le nez du plus proche. Touglouk, fit-il. Écoutez-moi, petite vermine, il n'y a pas de Touglouk ni de Pogrouk qui tiennent. Je sais parfaitement que vous me comprenez, alors ouvrez grand vos oreilles sales. Si jamais j'apprends que vous vous moquez d'Edouard Josipovitch, si jamais j'entends colporter la plus vague rumeur
Déplaisante à son sujet dans les noires forêts de l'Oural, je viendrai vous chercher, je vous ferai regretter le jour où votre misérable race a décidé de sortir en rampant de ces terriers puants. Compris? Épilogue. Retour au palais. Vous croyez qu'ils vont se marier? Attends. Ah bah non. De sortir en rampant de ces terriers puants. Compris? Compris, madame, répondit le troll d'une voix nasillarde. Bella lui lâcha le nez, et les trolls partirent en courant dans toutes les directions. Voilà ce qui est fait, dit la cyclope. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ramener mon cher Édouard à la maison. À bientôt, mes amis. À bientôt, Bella. Épilogue. De retour au palais. Vous croyez qu'ils vont se marier? Voyons, ça n'a fait aucun doute, et j'espère bien qu'ils nous inviteront. Je me demande comment tu peux poser la question. Est-ce que je sais, moi? Ogre un jour, ogre toujours. Que se serait-il quand il aura une petite fille? Vladimir Zaïgevitch, tu ne comprends vraiment rien à rien.